Bon, j'avais commencé à mettre en place ce qui va nous occuper un bon moment. Jusqu'à la fin du cours, je ferai peut-être un interlude parce que j'aimerais bien le faire dans ce cours-là. Bon, on verra bien. Le but étant, en vue de régulariser les problèmes non linéaires, qui sont des équations donc je disais non linéaires posées, écrites sur des espaces de Hilbert, se pose naturellement la question de la régularisation, qui remplacerait la régularisation en rajoutant du bruit, un epsilon laplacien, en rajoutant un terme dit de viscosité en mécanique des fluides, bref, en rajoutant un laplacien. Le seul problème, c'est que s'il y a une infinité de coordonnées, le laplacien, c'est la trace des dérivées secondes, la somme des dérivées secondes par rapport à toutes les coordonnées, et ça, cette somme, pourquoi est-elle finie? Ok, donc quel sens tout ceci a? Alors donc le premier point où je vais reprendre quelques notations, c'est préliminaire et rappel. Il faut que j'introduise quand même des notations. Donc on a un Hilbert séparable. On sera amené à manipuler différentes bases, mais je supposerai toujours qu'il y a une base et puis de dimension infinie. Une base orthonormée quasiment canonique, donc un point X dans H, ça s'identifie, c'est une somme de XI et I, et la norme euclidienne X au carré, enfin la norme hilbertienne, c'est la somme de I égale 1 à l'infini de XI carré, donc évidemment il y a un produit scalaire, c'est le produit scalaire du Hilbert. Bon, quoi d'autre de plus? H est identifié, théorème de Rie, ça c'est identifié à son dual. Ça c'est une commodité de notation. Je vais manipuler des fonctions qui vont être des fonctions continues sur H. Il y aura d'autres topologies, d'autres métriques qui vont intervenir. Et en fait, pour simplifier, ça sera typiquement ma condition initiale, par exemple. Eh bien, j'utiliserai la notation et je ferai l'hypothèse bornée uniformément continue sur H. Alors, l'uniforme continuité, c'est un peu plus, ça joue vraiment un rôle. Bornée, non. C'est pas si important que ça, il y a des tas de variantes, etc. Donc, mais toutes les manipulations qu'on a tendance à faire dans Rn, il faut faire tout de suite un peu attention à ce que l'on fait lorsqu'on travaille dans un espace de Hilbert. Et je m'intéresse donc à la question UT moins laplacien U égale à 0 dans H croix 0 à l'infini. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ce bazar-là? Pour quelle solution, pour quelle donnée initiale peut-on donner un sens à ceci? Bien. Alors, je manipule des dérivés, donc si U est à valeur réelle, là, j'ai dit que l'on se posera plus tard la question de gradient, d'opérateurs gradient, c'est-à-dire qui vont de H dans H. Si, notamment en termes de conditions, on verra ça, mais grosso modo, on se dira qu'on devra se reposer des questions pour des trucs qui ressembleraient au gradient de U. Alors, vous me dites, ça résout la même équation, oui, mais c'est plus à valeur dans R, c'est à valeur dans H. Alors, est-ce que ça change les choses ou pas? On verra. Alors, que voulais-je dire? Donc, si U est différenciable en x0, eh bien, le gradient U de x0 est une forme linéaire continue sur H, c'est-à-dire un élément de H étoile. Enfin, la différentielle est donc assimilée à un élément de H. Donc, le gradient, c'est un élément de H. D2U, c'est un opérateur. Si U est deux fois différenciable au sens usuel, hein, c'est juste une question de notation. D2U est un opérateur de H dans H, qui bien sûr est symétrique. Opérateur continu. Donc si on tient en dimension finie, ce serait une matrice symétrique. Hein? Évidemment, c'est la matrice hessienne. Bon.
Alors, quelques notations. Quand je noterai D2U comme ceci, c'est la norme 2 d'opérateur, c'est-à-dire la norme d'opérateur associée à la norme hilbertienne. En d'autres termes, donc si A est un opérateur symétrique, je vais peut-être... Si A est un opérateur symétrique, si A est un opérateur symétrique, je vais mettre un 2 ici quand même. Des fois, j'oublierai de le mettre. Et il faudra faire attention au contexte parce que je vais aussi parler de la valeur absolue de A. Alors, donc, si ceci est une opération symétrique, ben, c'est le sup de AX sur les x égale à 1. Donc, c'est le sup de... Bon, enfin, ça, c'est le sup de A carré xx 1,5 sur les x égale à 1, ce qui est la valeur propre, la plus grande valeur propre de A carré, enfin l'élément le plus grand du spectre de A carré, si tous nos opérateurs sont essentiellement compacts, donc ce sera vraiment une valeur propre. La valeur propre la plus grande valeur propre ou la borne supérieure du spectre de A carré, 1,5, ce qui n'est rien d'autre que lambda 1 de valeur absolue de A 1,5, qui est lambda 1 de A, si A est positif ou nul. Alors là, la valeur absolue de A, hein, c'est A plus moins A moins, donc il faut définir A plus moins A moins égale valeur absolue de A pour un opérateur. Et A plus, c'est le plus petit opérateur positif qui domine A. C'est aussi quelque chose que l'on peut définir à travers la résolution spectrale de A. Je vais le faire pour des matrices et je vais le faire pour des opérateurs compacts, c'est-à-dire qui sont diagonalisables. Pour des opérateurs compacts, donc A+, c'est quoi? C'est à une transformation. Il existe une base orthogonale dans laquelle on peut diagonaliser. Donc, dans cette base, dans la base diagonalisant A, je veux éviter diagonalisant A, eh bien, A+ est égal à lambda 1 plus, etc., lambda n plus, et puis ça continue jusqu'à l'infini. En d'autres termes, si AX égale somme de lambda I xi dans la base des vecteurs propres, A plus X, c'est somme des lambda I plus xi. EI, où EI est un vecteur de base de A. Donc c'est comme pour les matrices, hein, c'est la chose standard. Donc là, on voit que pour les opérateurs symétriques, la raison pour laquelle je fais ça est que je vais vouloir obtenir des estimations sur D2U. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, donc on n'a pas de souci à se faire pour dire je vais majorer chacune des dérivées secondes, je prends la somme des valeurs absolues, la somme des valeurs absolues au carré, la norme 2, tout ça c'est équivalent. Donc on s'en moque, ça fait toujours une estimation. Là, il faut faire un tout petit peu attention. Donc en particulier, si j'ai une borne sur toutes les dérivées partielles, dans n'importe quelle direction, est-ce que ça m'entraîne que l'opérateur est borné au sens de 2? Oui, si c'est positif, mais non en général, etc. etc. Donc il y a plein de distinctions, entre ces différentes choses. Il y a la classe des opérateurs de Hilbert-Schmidt, donc, qui joueront un rôle dans ce qu'on manipulera plus tard, qui sont des opérateurs auto-adjoints, donc symétriques, dont la trace est finie.
dont la trace du carré est finie. Or ça fait un espace de Hilbert encore séparable, si l'espace de base est séparable. Ça fait un espace de Hilbert muni de, comme pour les matrices, comme pour les matrices symétriques, du produit scalaire trace de AB. Donc ça, c'est les opérateurs dits de Hilbert-Schmidt. Et puis, il y a les opérateurs, la classe des traces finies, on dit c'est un opérateur symétrique. Et moi, je dirais qu'il est de classe finie si la trace de la valeur absolue est finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la somme des valeurs absolues des valeurs propres est finie. Hein, c'est ça que ça veut dire. Puisque là, il est compact, donc il est diagonalisable. S'il est diagonalisable, eh bien, la trace, c'est indépendant de la base, et la trace de la valeur absolue de base, c'est simplement la somme des valeurs propres. Et puis, bien entendu, on a la relation d'ordre partiel, hein, A inférieur ou égal à B pour deux opérateurs symétriques, comme pour les matrices, et ça, c'est équivalent à XX est inférieur à BXX. Enfin, la définition, c'est quel que soit X. On compare les formes quadratiques. Donc, en particulier, si A et B sont positifs, eh bien, en prenant le max en X, ceci, ça donne la première valeur propre de A, c'est-à-dire la norme 2 de A. On peut se poser la question néanmoins de si on a une telle égalité, est-ce que ça entraîne que AX est inférieur ou égal à BX? Je suis prêt à prendre des A et B positifs, quel que soit X, ce qui est plus fin que ce qui est un tout petit peu plus fin que ceci, puisque ceci, c'est la norme, c'est le sup de ces quantités sur la sphère. Alors, ça, c'est pas vrai, c'est déjà pas vrai pour les matrices. C'est pas vrai pour les matrices, et c'est un peu paradoxal, comme je vais vous le montrer dans un instant, mais c'est vrai si B est égal à l'identité, si B ou A, d'ailleurs, est égal à l'identité, ou C fois l'identité. Hein. Je vais expliquer ça dans un tout petit instant. OK, sinon, attention. Pas vrai en général. Non, c'est le genre de petit truc, c'est vraiment une remarque, hein, mais qui montre simplement que, bon, quand on est avec les matrices, comme toutes les normes sont équivalentes, on se moque des constantes, on se moque de ce que ça veut dire, etc. Mais les constantes peuvent exploser lorsque n tend vers l'infini, et donc on est obligé d'être prudent. Alors, déjà, pourquoi c'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, AX inférieur à BX? Ben, vous multipliez au carré, vous prenez le carré, et c'est la même chose que dire que A2 est plus petit que B2. Parce que simplement, on écrit que AX carré, c'est A carré X fois X. Et donc, la question que je pose, c'est si A et B sont positifs et que A est plus petit que B, est-il vrai que A carré est inférieur à B carré? Et ça, ce n'est pas toujours vrai. Donc, pour ça, il faut quand même faire attention avec les relations d'ordre, etc. C'est vrai si on a l'identité, c'est vrai si on peut diagonaliser A et B dans une base commune. Mais ce n'est pas vrai en général. Alors, si on peut les diagonaliser dans une base commune, on se place dans la base commune, on a des comparaisons de réels, le carré est une fonction monotone, donc c'est OK. Pas vrai en général, OK, ou plus généralement, A et B
simultanément diagonalisables. Et c'est bien sûr le cas avec l'identité. Et donc je me rappelle vaguement avoir construit un exemple il y a une éternité pour ce fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre A, B, B, C. Et je vais dire que c'est inférieur à lambda 0, 0 mu. Ce qui veut dire que lambda est supérieur ou égal à A, que mu est supérieur ou égal à C, et que A moins lambda, C moins mu est supérieur ou égal à B2. Donc voilà, c'est l'équivalent. Et je vais me placer dans une situation où on n'a aucune marge, on a égal. Et puis je vais prendre le carré, on va comparer les carrés. Donc, question purement matricielle. Je suis sans filet, hein, c'est vagues souvenirs que j'ai d'il y a très longtemps. Alors, le carré de ceci, c'est A2 plus B2. C'est BA plus C, c'est symétrique, et l'autre ne peut être que B2 plus C2, correct. Inférieur ou égal à lambda carré, 0, 0, mu carré. Donc bien sûr, on a A2 plus B2 qui est plus grand que lambda 2, ça coûte rien, je suppose que les ici sont positifs, je suppose que les matrices sont positives. Hein. Donc, lambda 2 est plus grand que A2 plus B2, ça va. Mu 2 est plus grand que B2 plus C2, on n'a même pas besoin du B. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut vérifier? Il me faut vérifier que A2 plus B2 moins lambda 2, facteur de B2 plus C2 moins mu 2, ben on aimerait que ceci... Alors, il faut quand même que je n'oublie pas les... Tac, 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 tac. Moins B2A plus C au carré. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça c'est encore négatif ou nul, hein? Bon, mais donc on pose la question de... Alors... B2 c'est A moins lambda, C moins mu. Donc si je factorise A moins lambda, ici j'ai A moins lambda facteur de A moins lambda plus C moins mu. Oui. Ici je factorise C moins mu. Et donc C moins mu, oui, je factorise C moins mu. Il me reste C plus mu plus A moins lambda. Et là, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est A plus lambda. A moins lambda plus C plus mu. OK. Moins B2, B2, c'est A moins lambda, c'est moins mu. Donc ça, je peux diviser sans changer les signes ces deux termes négatifs que je multiplie. Moins A plus C carré. Et ça ne marche pas, puisque en fait, le premier terme fait A plus C au carré, moins lambda moins mu au carré, moins A plus C au carré, et donc tout ceci devient simplement moins lambda moins mu au carré. Donc ça a le bon signe. Bon, écoutez, pardonnez-moi, il faudra que je vérifie que je vous retrouve un contre-exemple, parce que ça ne marche pas. Bon, j'espère que je ne suis pas en train de vous dire des bêtises. Bien. Donc désolé, là, j'avais annoncé que j'étais sans filet. J'ai très bien fait et très vite fait les calculs, mais pour rien. Donc quoi qu'il en soit, faire attention dans la manipulation de ces différentes normes.
Donc on retient que lorsque c'est l'identité, il n'y a absolument pas de souci à se faire, et autrement, des inégalités et des fonctions non linéaires, bon, les carrés, les valeurs absolues, etc. Il faut faire un tout petit peu attention quand même. Quoi qu'il en soit, ça c'est les petites notations que je voulais mettre en place. Bon. Et le point 4, c'est aussi d'introduire une approche raisonnable pour essayer de comprendre ce qui se passe et de reprendre des choses que je vous ai racontées la semaine dernière. Alors, une approche raisonnable, c'est de dire, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire ce genre d'équation en dimension infinie. Je sais ce que ça veut dire en dimension finie. Bon, donc, je vais faire une méthode fondamentalement de Galerkin, c'est-à-dire que je remplace H par Hn, qui est l'espace vectoriel engendré par E1, En. J'appelle Pn la projection orthogonale sur Hn. J'appelle Qn l'identité moins Pn, c'est-à-dire la projection orthogonale sur l'orthogonale de Hn, et puis je résous dans Hn unt moins le Laplacien, que j'ai envie de mettre dn partout, moins Laplacien un égale à 0 dans Hn. Il me faut une condition initiale. Eh bien, une condition initiale raisonnable est de prendre U0 de Pnx. Alors, juste un mot sur cette condition initiale qui, bien sûr, dépend de n, puisque ça ne peut être une condition initiale qui agit que sur des points de Hn. Donc ça, c'est le plus raisonnable. Qu'est-ce que ça fait quand n tend vers l'infini? Bien, Pn de x converge en norme vers x. D'accord? U0 est continu sur H. Donc x par x, Un de x converge vers U0. Un sens, ce n'est pas défini sur les mêmes espaces, mais vous voyez ce qui se passe. Donc ça converge vers U0 de x. Mais c'est ponctuel. Comme Pn de x ne converge pas vers x uniformément sur les bornées, ça c'est faux. Donc vous prenez une boule dans un espace de Hilbert et vous regardez, donc attention, Pn de x ne converge pas vers x uniformément sur la boule de rayon 1. Bon, parce que si c'était le cas, je ne sais pas, par exemple, Pn de En plus 1, ouais, enfin, c'est pas. Enfin, de toute façon, c'est relativement évident. Ça, ce sont des compacts. On peut pas espérer avoir une telle convergence. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que uniformément sur une boule de rayon 1, la somme de n égale à l'infini de xi carré tend vers 0 quand n tend vers l'infini, uniformément sur la boule de rayon 1. Ça voudrait dire que toutes les séries de carrés sommables sont, dès qu'elles sont bornées, sont équisommables, sont uniformément sommables. Ben, ça serait pratique, hein, parce que ça voudrait dire que les boules d'unité sont compactes, mais ce n'est pas vrai. Donc attention, ce n'est qu'une convergence locale. On se dira peut-être que d'ailleurs il faudrait renforcer ça. Et ça, déjà on se posera la question, qu'est-ce que ça veut dire sur les U0 quand on a la convergence uniforme? Bon, la réponse c'est que ce sont des données initiales faiblement continues et que ce sera équivalent. Mais je mets cet aspect de côté. Après tout, comme j'ai une représentation brownienne qui est savoir, et ça je vais m'en servir, que Un de x de t,
l'espérance de U de x0 plus, et je vais écrire les choses comme ceci, somme de I égale 1 à n. Oui, donc je vais mettre un 1,5 partout maintenant. Hein. Je n'ai pas envie de me traîner des racines de 2. 1,5. C'est somme de I égale 1 à n de WIT. W, oui. EI. Donc, les E, c'est mes vecteurs de base. X, c'est un point de Hn. Je lui rajoute n browniens indépendants et j'ai cette représentation. Donc, si ce qui est à l'intérieur du... Donc, c'est UN0. Donc, si cette somme ne posait pas de problème, et évidemment, c'est là qu'est la difficulté, mais si cette somme ne posait pas de problème, la convergence ponctuelle, ça pourrait suffire, hein, parce que les UN0 sont bornés, si ça converge presque sûrement, c'est gagné, je passe à la limite, j'ai une quantité qui a un sens. Donc, la convergence n'est pas uniforme. La convergence n'est pas uniforme. Oui, alors là, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. J'ai fait un abus de notation qui est léger, mais ce n'est pas grave. Donc, je finis là-dessus. Donc, on a cette formule. Si ça converge, c'est une stratégie pour essayer de définir un objet qui résoudrait cette équation. Bon. Alors, donc passer à la limite quand n tend à l'infini. On va écrire dans un instant des estimations a priori qui sont indépendantes de n. Hein. J'essaie de passer à la limite. Premier réflexe, qu'est-ce que j'ai comme estimation a priori? Auparavant, là, je me suis livré à un petit abus de langage. UN est défini, quand j'ai écrit dans Hn, ce n'est pas tout à fait ceci. Parce que j'ai l'espace vectoriel engendré par ça, et puis j'ai le sous-espace de H. Donc ce que j'identifie, c'est un point qui est x1, xn, qui est dans cet espace vectoriel, parce que c'est le point qui correspond à sigma dx iei, et le point qui est dans l'espace de Hilbert, dans lequel toutes les coordonnées d'après sont à 0. Bon. C'est une trivialité, mais sans arrêt, je considérais que chaque fois que je suis dans Hn, je suis dans Rn avec x1, xn. Stricto sensu, c'est pas vrai, mais bon. C'est juste modulo, c'est 0, ça ne change rien aux équations, etc. etc. Bon, donc à part ce minuscule abus de langage, on a une formule, on a un espoir de bâtir quelque chose en faisant tendre n vers l'infini, et donc on collecte les estimations a priori. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a toutes les estimées a priori qu'on veut. Ça, c'est ce que j'ai déjà avec la difficulté. Alors, on a toutes les estimées a priori sur les dérivées spatiales. Okay. En revanche, la vraie difficulté, ça sera de maîtriser la dépendance en temps et en particulier la condition initiale. Donc, toutes les estimées a priori en x. Alors, ça, pourquoi c'est le cas? Donc, ça, c'est le principe du maximum qui va nous assurer que, bien entendu, comme je l'ai déjà dit, UN est majoré par le max de U0 et le min de U0. On a le principe du maximum. Et principe du maximum. Et on a une équation qui est invariante par translation. Ce qui, bien entendu, dit que chaque fois que l'on dérive, qu'on prend n'importe quelle combinaison de dérivées,
chaque fois que l'on dérive, n'importe quelle combinaison de dérivées, ça reste une solution de l'équation. Et donc, le principe du maximum que j'ai appliqué à U, je peux l'appliquer à n'importe quelle dérivée. En plus, les fonctions convexes créent des sous-solutions. Donc, si je prends des combinaisons convexes de solutions, j'ai toujours le principe du maximum. Et une fonction convexe, c'est typiquement une norme ou une semi-norme. Ça, c'est une fonction convexe. De dérivée en x de u. Ça, c'est une solution de l'équation. Alpha étant un multi-indice qui nous dit combien j'ai dérivé deux fois, à savoir alpha 1 dans la direction x1, combien j'ai dérivé deux fois dans la direction alpha 2, etc. Et c'est une semi-norme, et je peux avoir plusieurs multi-indices, combiner ça dans la norme, je peux faire toutes les combinaisons que je veux. La semi-norme est une fonction convexe. Et donc ça, c'est... je peux ensuite prendre la norme du sup en x, et ça, c'est majoré par la même expression en 0. En d'autres termes, toutes les régularités partielles dans tous les sens se propagent. Et donc, le fait que la semi-norme soit convexe, j'utilise le fait que lorsque je résous Vt moins Laplacien V égale à 0, et que j'ai une fonction convexe phi, eh bien, phi de Vt moins Laplacien phi de V est égal à moins phi seconde de gradient V carré, ce qui est négatif ou nul. Et donc, j'ai le principe du maximum. Donc ça, c'est pas la difficulté, c'est standard, c'est l'équation de la chaleur, c'est parfait. En fait, c'est n'importe quelle équation, elle pourrait être dégénérée à coefficient constant, avec le principe du maximum. OK, alors, des choses un peu plus subtiles, c'est que même si U0 n'est que continu, j'ai quand même toutes les bornes sur toutes les dérivées. Donc ça, sans savoir si n tend vers, ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Donc ça, c'est un peu plus, c'est donc un effet régularisant, qui va être uniforme en n. Bon, on va le voir dans un instant. Une remarque qui découle très facilement des solutions de viscosité, c'est de dire que, donc je mets ici en remarque, je l'ai déjà dit la semaine dernière, je le reprends, si U0 de x moins U0 de y est majoré par une fonction phi de x moins y, alors, phi étant une fonction réelle, bien entendu, un de x et de t moins u0 de moins un de y. Alors c'est vrai aussi pour un0, puisque ce sont des points particuliers. C'est majoré par phi de Pn de x moins Pn de y, et donc ceci est majoré par phi de Pnx moins Pny. Donc je garde tous les modules de continuité dont je pourrais avoir envie. Quel que soit, ici c'est quel que soit xy, et là c'est quel que soit xyt. La seule chose dont on a besoin ici, c'est que phi soit continu. Donc il est automatiquement borné par-dessous et ça suffit, de par l'hypothèse. Alors, donc, là, ça c'est des choses bien connues. J'oublie les n, j'ai cette majoration. Et donc, ce que j'observe simplement, c'est que u de x, que ce soit avec un n ou sans x,
et solution. Je suis en train de regarder des solutions régulières et en plus je vais voir dans un instant que même si la condition initiale n'est pas régulière, la solution est régulière pour tous les temps strictement positifs. Donc ces solutions, il n'y en a même pas besoin de théorie pour une équation aussi gentille que l'équation de la chaleur, on n'a pas besoin des solutions de viscosité. Mais on a appris grâce aux solutions de viscosité. Solution 2, de quoi? Bien de l'équation dW sur dt moins Laplacien W en x moins Laplacien YW plus 2 fois, et je vais l'écrire avec des coordonnées, ça sera plus clair que ce que j'avais écrit la semaine dernière, d2W, dxi, dy. Voilà. Donc, pourquoi c'est a priori, comme c'est à variable séparée, je peux mettre absolument n'importe quoi ici. Et le fait que je puisse mettre n'importe quoi ici reflète les techniques de couplage en proba, mais peu importe. Ce qu'il m'intéresse, si je veux juste faire de la propagation, pas estimer de la régularité ou quoi que ce soit, c'est de rajouter, de compléter pour en faire un carré exact, de sorte qu'une fonction de x moins y, pensez dimension 1 pour simplifier les calculs, la dérivée seconde de phi de x moins y en x avec le moins devant, ça fait moins phi seconde de x, ça fait moins phi seconde, pareil, puisque quand je dérive une première fois, j'ai un moins, mais une deuxième fois, j'ai un plus. Et puis là, donc ça fait moins 2 phi seconde, et ici, je récupère, donc je me suis trompé dans les signes, c'est moins 2. Oui, parce que si je dérive une première fois en x, j'ai phi prime, mais quand je dérive en y, j'ai moins phi seconde. Donc j'ai moins 2 phi seconde plus 2 phi seconde, ça fait 0. Donc, en d'autres termes, quand je complète de cette manière les dérivées secondes, les Laplaciens, j'ai quelque chose dont toutes les fonctions de x moins y sont des fonctions invariantes. Donc, un opérateur ultra dégénéré, mais qui est un opérateur avec principe du maximum. Donc, parce que ce que vous avez, c'est la matrice, grosso modo, c'est la matrice identité, identité dans le couplage en xy, identité, identité. L'ellipticité de cet opérateur correspond à vérifier que cette fonction est positive ou nulle, que cette matrice est positive ou nulle. Ce qu'elle est, bien évidemment. Elle est très dégénérée, mais elle est positive ou nulle. Donc, on a le principe du maximum. Si on a le principe du maximum, on a la comparaison que j'indiquais. Si initialement une solution est inférieure à l'autre solution, à ce moment-là, cette inégalité se propage et la solution ici ne bouge pas puisque c'est une solution exacte, indépendante du temps de cette équation doublée. Donc on retient que même avant de voir que des informations sur la norme du gradient ou n'importe quelle norme du gradient se propage, on a aussi n'importe quel module de continuité qui se propage. Donc ça, c'est la propagation des informations. Cette propagation se fait uniformément en n. Ensuite, comme je vous l'ai déjà annoncé, quid de l'amélioration des effets régularisants. Le Laplacien régularise tout. Comment ça, est-ce que ça dépend de n? Alors, on peut faire ça en se servant. Donc, je vais omettre les n et vous verrez que rien ne dépend de n. Bon. Je vais obtenir une majoration. Donc maintenant, j'oublie le n et les n, je ne les note plus. Et je vais regarder la dérivée dans la direction E1, bon, x1. À une rotation près, c'est vraiment n'importe quelle direction. J'utilise l'invariance par rotation de l'équation.
Donc c'est ça qui m'intéresse. Ce que je prétends, c'est que D1U de x et de t est égal à l'espérance de U0 de x plus WNT, j'ai dit que j'y touchais pas. Donc je vais peut-être écrire les choses. Donc l'équation est invariante par rotation. En fait, quand j'écris maintenant le WT, ce n'est pas le même que tout à l'heure, parce que j'ai fait une rotation. Mais c'est toujours un mouvement brownien. Ça a la même loi. Et donc, comme je prends l'espérance, ça ne change rien. C'est, du point de vue probabiliste, ce que veut dire l'invariance par rotation. La loi du brownien est invariante par rotation. Vous faites tourner un brownien, c'est plus le même, mais ça reste un brownien. Donc, xi, c'est l'invariance par rotation de l'équation, je suppose que c'est la première dérivée. W, c'est le brownien n-dimensionnel, et ici, ce que vous avez, c'est W1t sur t. Alors, ça, c'est le niveau 0 du calcul de Maliavin, qui est simplement la formule d'intégration par partie que connaissaient les physiciens avant le calcul de Maliavin dans un espace gaussien. Ça provient de quoi? Ça provient simplement du fait que si vous avez l'intégrale, donc je vais le faire une fois avec la solution fondamentale, étant entendu que ce sera beaucoup plus pratique qu'on fera des choses plus compliquées pour vérifier que la trace est finie, etc. Le langage probabiliste sera beaucoup plus efficace, que j'aurai des lois de grand nombre, que de faire d'une représentation analytique et puis me servir dans la représentation analytique de la loi des grands nombres, ce n'est pas très agréable. Bien, mais pour qu'on comprenne d'où sortent de telles formules, eh bien, la représentation de la solution de l'équation de la chaleur, ça, c'est mon U. On est dans Rn. Ça, c'est la norme euclidienne dans Rn. Et donc, dérivé par rapport à x1, eh bien, je fais porter la dérivée sur cette exponentielle. Et donc, qu'est-ce que je récupère? Je récupère l'intégrale de U0 de y, de moins exponentielle de x1 moins y1, de x moins y au carré sur 2t, sur 2πt à la puissance n sur 2. Et puis là-dedans, c'est multiplié par x1 moins y1 sur 2t. Non, sur t. Et ensuite, donc, vous revenez à l'interprétation que l'on a ici. Donc, le plus simple, c'est de ne pas revenir à y et ici u0 de x moins y. Et vous récupérez la formule qui est là. J'ai un trouble sur le signe. J'ai un trouble sur le signe où je vais trop vite. Bizarre, c'est bien plus, hein? Donc, il n'y a pas de moins ici. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai trafiqué là-dedans? Je dérive par rapport à x1, là c'est correct. Donc, est-ce que c'est après l'étape finale, lorsqu'on réécrit ceci? Donc, si ça c'est x moins y, ça fait intégrale de u0. Ah oui, c'est à cause du moins y, d'accord. Et donc ça, lorsque vous revenez à cette formule, à l'interprétation probabiliste, c'est juste ça. Donc, ne vous fixez pas sur le signe, ce n'est pas le signe qui compte de toute façon. Ce que vous voyez, c'est simplement que la dérivée d'une gaussienne, par rapport à elle-même, c'est-à-dire la dérivée logarithmique de la gaussienne, c'est ce facteur linéaire divisé par t. Et ça, c'est du point de vue probabiliste, c'est juste W1t. Donc on pourrait se servir de cette formule-là pour obtenir les majorations. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que indépendant de n, si U0 est borné, vous voyez que D1U est majoré en chaque point par quoi? Eh bien, il est majoré par la norme du sup de U0, et puis la valeur absolue, l'espérance de la valeur absolue de W1t sur t.
Bon, et ça, c'est inférieur à racine de t, et donc ceci est inférieur à u0 L infini sur racine de t. Alors, ce n'est pas quand la constante 1 soit importante, on s'en moque. En revanche, ce qui sera important beaucoup plus longtemps, beaucoup plus tard dans les... lorsqu'on manipulera des équations non linéaires et que je serai amené à faire des théorèmes de points fixes sur la régularité, etc. Beaucoup plus tard, ce qui est important, c'est que ce soit intégrable. Même le 1 sur racine de t, on s'en fout. Mais on aura besoin de pouvoir l'intégrer, ce truc-là. Et donc, un gain d'une dérivée, c'est un 1 sur racine. Un gain de 2 dérivées, évidemment, ça va être 1 sur t. Ce n'est pas intégrable. Alors, je vais justement passer à un dérivé. Mais donc, qu'est-ce que l'on a démontré? On a donc démontré que gradient u de x scalaire xi, pour tous les xi de norme 1, puisque par rotation, je me suis ramené au fait que c'était la première coordonnée, est majoré par u0 infini sur racine de t. Donc, résumons. On a approché le problème qui nous intéresse par des problèmes en dimension finie, et on se rend compte que toutes les estimations se propagent et qu'en plus on en gagne, et que ça régularise indépendamment de n. Donc ça sent très bon. Puisque ceci, ce n'est rien d'autre que le gradient. Alors vous me disiez, bon, c'est d'accord, mais c'est que, après tout, ça c'est la norme euclidienne de gradient u de x. Et on a cette majoration. Quid des dérivées secondes? Bah, ça va être la même chose. Hein. Donc je vais le faire avec des dérivées secondes, mais on peut le faire de deuxième ordre. Je prends deux directions xi eta de norme 1. Donc, à une rotation près, je ne dis pas qu'ils sont orthogonaux ou pas, hein, à une rotation près, je peux dire que c'est E1 pour xi et que eta appartient à l'espace vectoriel engendré par E1 et E2. Le cas orthogonal, c'est E2. Le cas où ils sont les mêmes, ben, c'est E1, etc., etc. Et donc, je dois calculer D1 état de U, de X et de T. Alors, je vais vous faire D1,1 et D1,2 pour éviter d'avoir une formule méchante. Alors, D1,1, c'est quoi? C'est E de U0 de X. Et là, vous pouvez retrouver ça avec le produit scalaire. Hein. Donc, vous avez ici W1T carré moins T sur T2. Toujours pareil, hein, vous dérivez deux fois le x moins y carré, donc vous avez vous dérivez deux fois l'exponentielle. Donc, il y a un premier terme qui consiste à dériver deux fois l'exponentielle qui donne le x moins y au carré. Il y a du 1 sur T2, à chaque fois vous récupérez du 1 sur T, donc ça fait du 1 sur T2. Et puis, lorsque vous prenez la dérivée première, il y a le x moins y sur T qui sort, que vous pouvez dériver une deuxième fois, et c'est celui-là qui vous donne le moins T. Parce que c'est du moins 1 sur T, et celui-là, il devient moins T. C'est unidimensionnel. Hein. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est la dérivation d'une gaussienne. Mais c'est plus compact de le regarder comme ceci. En revanche, D1, 2, et puis après, c'est une combinaison linéaire des deux. Hein. Et donc là, ce que vous avez, c'est W1T, W2T divisé par T2. C'est juste la répétition de la formule d'avant, hein, grosso modo. Bien. Alors ça, c'est bien parce que ça vous montre à nouveau des estimations des effets régularisants indépendants de la dimension n, puisque vous en déduisez U0, c'est borné par C,
Vous mettez des valeurs absolues partout, l'espérance de W1t carré, c'est borné par la norme à l'infini. L'espérance de W1t carré, c'est du t, le moins t, c'est du t. Donc tout ça, c'est du t divisé par du t2. Et donc vous voyez que D11 est de manière générale d xi état de U se majore par C0 fois divisé par T fois U0 dans l'infini. De quoi s'agit-il? Il s'agit du sup sur état en norme 1, du sup sur xi en norme 1, de D2U de x, scalaire xi, fois état. État xi, pareil, hein, c'est symétrique. Le sup en xi, c'est la norme de D2EX. Faites un peu attention parce que ça, on ne voudrait pas que le n se cache dans les détails. Donc D2EX scalaire état, et donc ça, c'est la norme d'opérateur D2U, qui est indépendante de n. Enfin, qui est majorée par du 1 sur t. Donc vous voyez, deux dérivés, c'est en 1 sur t. Si on faisait 3 dérivés, mais il faudrait expliquer vraiment de quel type de norme on manipule pour que ça soit, que ça aille en dimension infinie, ce qui est évidemment possible, mais il ne présente aucun intérêt. C'est la même chose. Moralité, on est parti d'un U0 qu'on a projeté en dimension finie de manière très naturelle, les conditions initiales se recollent, on part d'un truc, s'il est régulier, ça reste toujours régulier, avec la même régularité, exactement, la régularité ne peut que s'améliorer, et même si c'est simplement continu, ça devient C infini. Bon, donc là maintenant, la dernière chose, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui se passe quand n tend vers l'infini? Alors évidemment, pour l'instant, on n'a rien vu sur le temps, et quand même si ut c'est égal à Laplacien, c'est-à-dire à la trace, c'est là où la somme, le fait qu'on somme un grand nombre de facteurs, ça doit se payer. J'ai rien dit sur ut. Je ne prétends pas d'ailleurs qu'il y ait des bornes indépendantes de quoi que ce soit sur ut. Et de fait, c'est ce que j'avais annoncé la semaine dernière. Donc les effets régularisants, c'est D2U2, la norme à l'infini, qui est majorée par C sur T fois U0 à l'infini. Et 3 petits points, parce qu'on est dérivé 3. Et donc le dernier point de ces préliminaires, c'est 6, mais même si ça converge, ça peut converger vers quelque chose qui est complètement trivialisé par rapport au problème qui nous intéresse. Alors, je commence par un exemple qui n'est pas très probant, qui consiste à prendre, vous me direz que comme fonction continue uniformément bornée, ce n'est pas terrible, un demi de x2. Donc c'est bien continu, mais c'est vraiment pas borné. Quel est l'intérêt? C'est que la solution pour l'équation de la chaleur, on la connaît exactement, et ce n'est rien d'autre que 1 demi de x2 plus n sur 2 fois t. Et donc ça explose quand n tend vers l'infini. Vous pourrez me dire, ouais, mais peut-être que ça explose parce que justement le x2 est non borné. Et que ça crée beaucoup de termes dans les dérivées secondes qui ensuite, en se sommant, font exploser la chose. Alors regardons un exemple qui est peut-être regardons des exemples qui sont quand même peut-être plus naturels. On va prendre qui sont plus pertinents. On va prendre des fonctions de x2. On va prendre des fonctions de x2, je ne sais plus où j'en suis, oui, c'est ça. Des fonctions de x2 pour u0. Toujours de la norme x2. Mais je veux que ça soit borné. Alors je vais prendre phi de z
égale e puissance moins z, par exemple. Donc ça, c'est une gaussienne, enfin e puissance moins x2. Ah, c'est parfait, c'est uniformément continu, c'est borné. Puis je vais même en prendre une à support compact pour qu'on voit bien, à support compact en z. Je vais prendre phi de z égale 1 moins z partie positive. Bon, c'est que l'ipsitien, mais vous pourriez régulariser, ce serait pareil. Et je veux, ça c'est mon U0, et je veux regarder ce qui se passe. C'est plus simple à nouveau de faire ça sur l'expression probabiliste, la solution qui dépend de n du point x qui est là, à condition initiale, entre guillemets, et du temps, c'est ça. J'ai simplement pris la norme euclidienne du vecteur x plus w. Bon, ben, coordonnée par coordonnée, j'ai xi plus wit, je somme tout ceci au carré. Bon, on peut développer le carré si on en a envie. Pensez x égale à 0, hein, si vous en avez envie. Mais, donc ceci, c'est somme de i égale 1 à n de xi carré. Ça ne bouge pas, on n'y touche pas. Plus 2, somme de i égale 1 à n de xi dwit. Bon, alors, ça, c'est pas très gênant, puisque c'est de moyenne nulle. Plus somme de 1 à n de wit carré. Alors, les WI sont indépendants. Les XI, a priori, on a des points dans l'espace de Hilbert, donc la somme de 1 à l'infini des xi carrés est finie. Donc, si je regarde 1 sur n de tout ceci, le premier terme, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Le deuxième terme aussi, ce n'est pas exactement à la des grands nombres parce que j'ai une modulation par des xi, mais c'est vraiment pas gênant. Il tend vers 0 parce que l'espérance est nulle. Si vous n'aimez pas trop ce que je suis en train de raconter, pensez x égale à 0. Comme ça, ce deuxième terme, il n'y est pas. Et vous n'aurez pas à me croire sur parole que ça ne change rien à la loi des grands nombres, que l'espérance de w est nulle. Et le dernier terme par la loi des grands nombres, c'est pour ça que c'est quand même plus simple de faire ça sur la représentation aléatoire plutôt que sur la formulation avec la solution fondamentale, parce que ça, ça vous dit que 1 sur n de ceci, ça tend vers 1. Ça tend vers l'espérance, ça tend vers t, pardon. Ça, c'est sûrement. Pourquoi? C'est n variables aléatoires indépendantes dont l'espérance vaut t, donc ça tend vers t. C'est la loi des grands nombres. Bien. Donc j'ai à l'intérieur du phi un truc qui divisé par n tend vers quelque chose de strictement positif. Donc ça veut dire que pour t strictement positif, ceci tend vers plus infini, presque sûrement. Ce qui est à l'intérieur du phi. Divisé par n, ça tend vers quelque chose de strictement positif, donc ça explose. Si ça tend vers l'infini, presque sûrement vers plus infini, ben, phi est borné, ça converge vers phi de plus infini qui dans les deux cas vaut 0. Donc tout ceci tend vers 0. Donc à l'instant initial, on a un demi de x, on a phi de x2, et en temps positif, on a quelque chose qui décroche complètement et qui ne garde que la valeur à l'infini. Donc ça garde très très peu de la condition initiale, simplement la valeur à l'infini. C'est une solution de l'équation. Ben oui, parce qu'on a des tonnes d'estimations a priori, c'est pas surprenant. Mais en revanche, ce qu'on a perdu,
Ce n'est pas que le Laplacien soit infini, c'est qu'on a perdu la condition initiale, parce qu'on a perdu tout contrôle de la dépendance temporelle, à cause du Laplacien qui grossit et grossit. Ça fait un choc en t égale à 0. Ah! Donc on se dit, toutes les fonctions qui vont avoir des propriétés comme ça, alors on peut s'amuser à regarder plein de cas bizarroïdes sur ce que ça fait, mais fondamentalement, ce que vous avez toujours derrière, c'est cette propriété d'explosion de la norme ou d'autres quantités comme ceci. Alors, on se dit, ouais, mais il y a quand même plusieurs choses. C'est que peut-être quand même, là, un U0 comme ça, c'est trop dur. C'est trop dur, et d'ailleurs, rappelons-nous, il y avait quand même la question du fait que le UN0, il ne converge pas uniformément sur les bornés vers la solution. Donc déjà, dans Galerkin, le fait d'avoir pris toutes les conditions initiales bornées uniformément continues, ça nous fait perdre l'approximation uniforme sur les bornés par projection en dimension finie. Donc peut-être que là, déjà, ça n'aide pas à conserver la condition initiale. Donc la première étape d'après, pour aller plus loin, on se dit, s'il y a ça, c'est foutu. Je veux dire, on laisse tomber, on ne peut pas donner un sens à l'équation. L'idée d'après, c'est de dire, bon, mais c'est peut-être parce qu'il faut restreindre les classes de conditions. Il va falloir que les fonctions soient plus restrictives. Après tout, a contrario, si U0 ne dépend qu'un nombre fini de variables, cette équation, c'est l'équation de la chaleur en dimension finie. Donc il y a des cas où ça marche. Tous les cas où on a toutes les fonctions qui ne dépendent qu'un nombre fini de variables. Alors s'il y a un nombre fini de variables, on ne peut pas avoir cette explosion. Donc le nombre fini, ça marche. Le nombre infini dans lequel on va prendre des trucs style des normes, etc., ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Question naturelle. Donc, je reviendrai après sur les applications au MFG, au contrôle optimal, etc. Ce que je vais faire à partir de maintenant, ce n'est pas très bon pour les équations de Bellman, pour les MFG, parce qu'on va rentrer dans des classes qui sont faiblement continues, et même mieux que faiblement continues, et ça, ce n'est pas très compatible avec des fonctions qui sont sur l'espace des variables aléatoires qui ne dépendraient que de la loi. Mais bon, je mets ça de côté, et c'est pour ça que j'introduirai bientôt une autre méthode de régularisation que celle-ci, qui, elle, ne supposera rien sur les conditions, sur les conditions initiales. Mais avant de modifier le Laplacien, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc l'étape d'après, c'est de dire, OK, il y a cette question de la convergence uniforme sur tout borné des UN. On va garder le contre-exemple parce qu'il va nous servir dans un petit instant. Alors, donc, point... Le mai, c'était 6, donc point 7. Oui. Donc, une manière de dire qu'on renforce, une manière de dire qu'on dépend pour l'essentiel d'un nombre fini de variables, c'est justement de se dire c'est quoi les fonctions U ou U0 telles que UN de Pn de x convergent vers U de x uniformément sur tous les bornés. Parce que quand même, si j'ai ça, ça aide. Alors ça, modulo uniformément sur les bornés, parce que ça veut quand même grosso modo dire que U ne dépend pour l'essentiel que d'un nombre fini de variables. Alors ça, c'est à peu près équivalent modulo hypothèse, donc je mets tout ça en gros.
à U faiblement continu. Bah, pourquoi? Parce que déjà, pourquoi, si U est faiblement continu, ça entraîne cela? Pourquoi? Ben, c'est parce que Pn de x converge vers x faiblement vers x, en n, mais ça se passe uniformément sur les bornées. Bon, alors comme sur un borné, la convergence faible est maîtrisable, il suffit de comprendre pour la convergence uniforme, la convergence continue suffit. On a un compact, donc on est dans les cas où convergence uniforme, convergence continue, tout ça c'est la même chose. Si on a des fonctions continues, je suppose toujours que U est continu. Hein, dans tout ce que je raconte, une fois pour toutes, U est continu. Donc, enfin là, de toute façon, U est faiblement continu dans ce sens-là. Alors donc, simplement, c'est car si j'ai que xn converge faiblement vers x, alors Pnxn converge aussi vers x, faiblement. Bon, Pnxn. Bon, c'est une trivialité. Pnxny, c'est xn Pny. Pny converge fortement vers y. Xn converge faiblement vers x, faible fort, entraîne que ceci, le produit scalaire, converge vers xy. Et donc Pnxn converge faiblement vers x. Donc la convergence uniforme quand je fais des projections comme ceci, c'est ponctuel sur la convergence forte et uniforme pour la convergence faible sur les bornés. Évidemment, si c'était sur les compacts, ça serait fort. Et donc, bien entendu, si U est faiblement continu, du fait que Pn de x converge uniformément vers x, faiblement vers x, j'ai automatiquement la propriété au-dessus. Dans un instant, je vous rappellerai des métriques. Ça permet d'être un peu plus à l'aise avec ce que je dis là, parce que j'utilise que des convergences et des arguments qui nécessitent un peu de métrique. Bon. Pas vous embêter avec des voisinages et uniformes, etc. Donc on ne va pas s'embêter. Donc voilà pourquoi, et surtout que c'est quand même pas le point principal du cours. Donc c'est ce sens-là. Alors, et pourquoi la réciproque est vraie? Donc, on continue. Oui, là j'ai, dans ce sens-là, pour la remontée, la démonstration est complète. Il n'y a pas de guillemets. Dans l'autre sens, je vois parce que peut-être qu'il n'y a pas de guillemets. Je ne me souviens pas. Hein. J'ai jamais écrit une démonstration complète là-dessus. Je sais que c'est vrai, donc. Alors, U de Pn de x converge vers U de x uniformément sur tous les bornées. Oui. Alors, pourquoi U est faiblement continu? Donc, je prends xk qui converge faiblement vers x. Ce qui entraîne qu'on est dans un borné. OK? Ce qui converge faiblement est borné. Donc, on est dans une situation où pour n, donc on se donne un epsilon positif, et on trouve un n0 tel que U de Pn xk moins U de xk soit plus petit que epsilon.
Donc n est fixé là-dedans. Et donc, bien sûr, U de Pnx moins U de x est aussi inférieur à epsilon. Ouais. Et là, c'est là où j'ai besoin, dans l'autre sens, que U soit continu. Donc là, il n'y a pas besoin de guillemets, et dans la descente, j'ai besoin de supposer que U est continu. Mais continu au sens usuel du terme. Continu fort. Donc les Pn de xk maintenant vivent dans un espace de dimension finie. Xk converge faiblement vers x, donc Pn de xa converge vers Pn de x, faiblement ou fortement, puisqu'on est en dimension finie. U est continu pour la convergence forte, et donc U de Pnk xk converge vers, quand k tend vers l'infini, vers U de x. En d'autres termes, maintenant, si on fait le bilan, U de x moins U de xk est inférieur à 2 epsilon plus U de x moins U de Pn de xk qui tend vers 0. Et donc, ça montre bien que la lim sup de sa différence est inférieure à 2 epsilon, et donc que l'on a bien démontré la réciproque. Peu importe, c'est un jeu d'analyse fonctionnelle, c'est... bon. Mes souvenirs commencent à devenir anciens sur l'analyse fonctionnelle, ce n'est pas des choses que j'ai apprises, mais quand on a bien appris l'analyse fonctionnelle et qu'on réfléchit 30 secondes, on se dit c'est évident. Et effectivement, c'est vrai, c'est évident. Bon. OK. Alors donc, on se dit, faiblement continu, déjà... on attrape mieux la condition initiale par Galerkin. Est-ce que le problème que j'ai soulevé il y a un instant, à savoir perte de la condition initiale, est-ce que ce problème-là disparaît avec faiblement continu? Donc ça c'est bon, mais c'est toujours pas suffisant. Je vais remplacer x carré. Alors déjà, je devrais dire que si je prends somme de i égale 1 à l'infini, je ne peux pas prendre epsilon carré, je vais prendre mu i xi carré. Donc les mu i positifs, et je dis simplement que mu i tend vers 0. Donc je suis en train effectivement d'affaiblir la dépendance en les variables grandes. Ça, c'est une fonction qui est faiblement continue. Vous pouvez utiliser ce critère, hein, d'ailleurs. Hein, parce que U de Pnx moins U de x, ben, vous voyez que vous avez les n premiers termes qui sont OK. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça vous fait la somme de n plus 1 à l'infini des mu i xi carré. Et ça se majore par le sup des mu j sur les j supérieur à n plus 1 fois x2. Donc sur les bornés, ben, le x2 il est borné et les mu ils tendent vers 0, donc la convergence que je voulais uniforme sur les bornés est automatique, donc c'est faiblement continu. Ça se vérifie indépendamment de ça. J'en profite puisque j'ai ça sous la main, comme ça, j'ai plus rien à faire. Donc, je prends cet exemple. À nouveau, je commence par le cas du carré avant de mettre mes fonctions qui tendent vers 0 à l'infini. Ben, la solution, je la connais, puisque de toute façon, je connais la solution. C'est somme de mu i. Alors, la solution à n, c'est somme de mu i xi carré. Je vais mettre un demi. Plus un demi fois t, donc t sur 2, somme de i égale 1 à n des mu i. Et donc, si trace des mu, enfin si la somme des mu i
n'est pas fini, est infini, on a le même problème. Ah, ça l'affaire. Bon, à nouveau, ce n'est pas un problème lié, on va vérifier à toute allure que ce n'est pas un problème lié au carré. À nouveau, si je prends phi de 1/2 de somme de mu xi carré, je fais le même raisonnement que précédemment avec phi de z égale e puissance moins z ou 1 moins z plus. Donc on voit que la question fondamentale, c'est de comprendre que fait la somme des mu i wit carré. Bon, alors ce sont des variables indépendantes, elles sont à cause des mu i, elles sont modulées. Mais si la somme des mu i est égale à plus l'infini, bah, la même démonstration que la loi des grands nombres s'applique. Et ce que vous démontrez, c'est que somme i égale à n de mu i converge vers t. Si la somme est égale à plus l'infini. Sinon, vous gardez une bonne variable aléatoire quand n tend vers l'infini. Et donc, c'est exactement la même chose qu'il y a un instant. Donc, on n'a rien changé. La moralité, c'est que faiblement continu, ça ne suffit pas. Et qu'il faut mesurer un petit peu la manière dont les dérivations tendent vers 0. Bon. Bah, ce n'est pas surprenant hein, quand on y réfléchit, mais encore faisons-le tranquillement avant de se lancer dans d'autres constructions que l'équation de la chaleur. On va tirer ça complètement au clair. On remarque c'est quoi une fonction faiblement continue? Qu'est-ce que ça a comme module de continuité? Ben, ce que ça a comme module de continuité, c'est que si on prend x, y dans une boule de rayon R, paf, on est sur une boule. Une boule pour la convergence faible, c'est maîtrisable. Et il y a plein de métriques. Et en fait, comme métriques qui correspondent à la convergence faible, j'ai d'ailleurs toutes ces quantités. Ça, c'est une métrique. À partir du moment où epsilon i est positif et epsilon i tend vers 0 quand i tend vers plus infini, c'est une... Alors, en général, quand on vous fait un cours d'analyse fonctionnelle, on prend epsilon i égale 1 sur 2 puissance i. C'est traditionnel dans les bouquins d'analyse fonctionnelle. Mais on s'en fout complètement. C'est n'importe quoi. En particulier 2 puissance u. C'est une métrique dans la convergence associée et la convergence faible. Attention, quand vous changez les epsilon i, les métriques ne sont pas équivalentes. Si vous avez 1 sur 2 puissance i et 1 sur i carré, elles ne sont pas équivalentes, parce qu'elles ne décroissent vraiment pas de la même manière. Elles ne sont pas métriquement équivalentes. Elles induisent la même convergence. Ce n'est pas la même chose. Okay? Ça, ce n'est pas un effet de dimension finie. On peut déjà avoir ça en dimension finie. Hein. Sur des métriques, pas sur des normes. Ah. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au vu de ce qui vient de se passer, on sent bien que si on veut des choses qui n'oublient pas la condition initiale, il faudrait bien que lorsque je fais des sommes de xi carré, je mette des mu i ou des lambda i, je vais les appeler lambda maintenant, des lambda i dont la somme est finie. Ça ne peut pas faire de mal.
1 sur 2 puissance i est un choix possible, mais ce n'est pas le seul. Alors, il y a quand même une distinction entre... Parce que là, vous voyez que si la somme des mu i est finie, ben, si la somme des mu est finie, là, au moins dans le cas quadratique, qui est quand même très très particulier, ben, ça converge bien vers quelque chose qui est 1/2 de la somme sur i de mu i xi carré plus t sur 2 fois la somme de i égale 1 à l'infini de mu i. Et ça, on a envie de dire que c'est solution de l'équation de cette équation dans l'espace de Hilbert. Le Laplacien, c'est une série. Le Laplacien devient une série finie, de somme finie. On a bien la bonne condition initiale qui est atteinte uniformément. Enfin, et c'est une solution qui est quadratique. Donc, elle a toute la régularité que vous voulez. Donc, on a envie de dire que si j'ai envie de maîtriser, de mettre une métrique sur les convergences faibles, j'ai envie de me servir de cette métrique-là, d'une métrique comme ça. J'ai le choix, mais autant mettre quelque chose qui déjà marche. Le seul problème, c'est la localisation avec R. On a vu que la manipulation de la norme était dangereuse parce que fondamentalement, dans la représentation probabiliste, le truc que j'ai envie de mettre de U0 en norme étant vers plus infini. Donc si je mets des conditions sur des boules, ben je ne les verrai jamais, ces conditions, puisque je sors de ces boules. Donc ça ne peut pas aller. Donc restriction à une boule est perdue. Ne se voit pas. Donc si j'ai des conditions qui dépendent du rayon de boule mesuré avec la norme, ça ne peut être que de mauvaises conditions pour mon problème. J'ai besoin de plus d'uniformité dans l'espace que de la restriction aux boules. Donc un peu plus d'uniformité, ça voudrait dire... Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que... j'ai un U0 de x moins un U0 de y, je mesure la continuité. La continuité faible, c'est de dire que si x, y sont majorés par R, ceci se majore par un oméga R de cette distance. Bon, comme il y a un oméga R, ou un oméga R c'est un module, c'est simplement une fonction croissante, continue positive, telle que oméga R de 0 est égal à 0. Donc exemple, racine carrée, une puissance, donc vous pouvez mettre un 1,5 ou pas, c'est équivalent. Il vaudrait mieux mettre un 1,5 parce que ça laisse la possibilité d'avoir des modules concaves, mais bon, peu importe. Si on cherche jure. Alors, donc ça, c'est pour x et y inférieur à R. Mais ça, on sent, ce que je viens de vous dire, c'est que ça va être perdu. Si vraiment il se passe autre chose en dehors de ces boules, ça va être perdu. Je veux plus d'uniformité. Et donc, j'ai envie de remplacer ça, un peu plus uniforme, par x moins y inférieur ou égal à R. Parce que là, je peux glisser, sortir des boules. Alors, cela dit, si vous avez une telle majoration pour x moins y inférieur ou égal à 1, ben, vous l'avez sur tout l'espace. Pourquoi? Parce que vous avez x, y.
Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'une boule de rayon R en dimension infinie se couvre par un nombre fini de boules de rayon 1, c'est faux. Mais quand je regarde deux points, je me moque de l'espace de dimension infinie, je suis en dimension 2, enfin ou même je suis sur la droite générée par x et y. Et donc, si vous coupez avec des boules de rayon 1, vous voyez que si x moins y est plus grand que 1, eh bien, vous allez avoir un module qui va être défini par réplication linéaire. Donc, sur un écart de boules de rayon 1, c'est oméga. Sur un écart entre 1 et 2, c'est oméga de 1 plus oméga de la distance moins 1, etc., etc. Donc, en fait, si vous avez cette hypothèse sur x moins y inférieur ou égal à 1, c'est équivalent à avoir une hypothèse sur l'espace tout entier, u0 de x moins u0 de y, qui est inférieure à oméga, somme de lambda de xi moins y carré. Avec somme de lambda i fini. Ah. Donc, vous voyez que de cette hypothèse de faible continuité à l'hypothèse qui est ici, qui est évidemment beaucoup plus restrictive, en apparence, on n'a pas fait grand-chose. On a simplement remplacé xy majoré par, disons, 1 par x moins y majoré par 1. Ou plus exactement, x majoré par r, y majoré par r, par x moins y majoré par 1. Mais ça change tout. Car une telle condition, qui bien entendu contient ce cas particulier, puisque c'est exactement, c'est fait pour, contient ce cas particulier avec la somme des mu finis, parce que ça va être la classe de conditions initiales pour laquelle on va donner un sens à tout ça. Alors, je ne veux pas trop me servir de conditions de base et de somme, donc je vais essayer de généraliser ça. La conclusion, c'est que moins que ce que je vais écrire maintenant, ça paraît difficile au vu de tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et que donc, ce n'est peut-être pas la condition optimale, mais qu'en tout cas, c'est une condition qui est naturelle. C'est la conclusion de tous ces préliminaires. Et après, je vais commencer la deuxième partie. C'est de dire qu'il existe un B, opérateur symétrique, positif, condition naturelle sur U0. Il existe un B tel que, et il existe un module de continuité, il existe un oméga module. Donc, de manière générale, un module de continuité, c'est une fonction croissante continue telle que oméga de 0 soit égal à 0. Tel que u0 de x moins u0 de y. Alors, j'ai oublié de dire la chose la plus importante. Il existe un B opérateur symétrique positif de type Hilbert-Schmidt, c'est-à-dire trace de B carré fini, tel que u0 de x moins u0 de y soit majoré par un oméga de bx moins y. Bon. Alors, c'est quoi? C'est dire qu'au fond, on espère qu'avec une condition comme ça, U0, ça se comporte, c'est comme du Bx carré, que les dérivées secondes, Bx en norme au carré, que donc les dérivées secondes, c'est comme du B carré, et comme B est de type Hilbert-Schmidt, ben la trace de B carré, ça vaut 1. Ça, c'est fini. Donc le Laplacien, il a peut-être un sens. Ouais, à part que entre ça et des fonctions qui sont dans la dérivée seconde, et en fait, on verra un peu plus tard, que
on ne sait pas dire que la dérivée seconde de la solution de l'équation de la chaleur, et c'est faux, avec une telle condition initiale est de type Hilbert-Schmidt. Mais néanmoins, sa trace sera, et de trace, on ne sait pas dire, je reviens en arrière, on ne sait pas dire que la solution de la dérivée seconde se comporte comme ce B-là, ce B carré-là, enfin le carré de ce B-là. En revanche, ce qu'on sera démontré, c'est directement que le Laplacien est borné. Donc il y a des choses un peu subtiles qui se passent. Il y a des effets régularisants, les effets régularisants brutaux que j'ai mentionnés sont toujours vrais. La question, c'est d'effets régularisants qui mesurent aussi la dépendance en les grandes dimensions. Et là, on verra qu'il y a des choses un peu plus compliquées. Je vais expliquer un tout petit peu pourquoi maintenant. Alors, c'est une classe de conditions. Vous observerez que, a priori, si je change mon U0, j'ai le droit de changer le B. Le rapport avec ce que je viens de dire est que si je prends une base qui diagonalise B, donc si les EI sont une base orthonormée diagonalisant B, eh bien, et si μi sont les valeurs propres correspondantes, eh bien, BZ en norme, c'est la somme des μi carré xi carré 1,5, zi carré 1,5. Donc, c'est pour ça que j'ai changé le μi en lambda i. Donc, μi carré, c'est un lambda i qui est fini. Donc, on est bien dans un module pour tous les xy, ou tous les xy dont la différence est majorée par 1, on a vu que c'était équivalent. On est bien dans un module du type précédent, avec une somme des coordonnées au carré, affectées de poids qui sont sommables, parce que ce sont les carrés de les coordonnées de BZ, c'est μi zi, donc regardez la norme, c'est la somme des μi carré zi carré. Donc c'est les carrés des valeurs propres de B, et supposer que c'est Hilbert-Schmidt, c'est précisément dire que la somme des μi carrés est finie. Bon, alors donc ça c'est cohérent avec ce qu'on vient de voir. Observez que donc le B peut dépendre de U0. Alors si vous manipulez un nombre fini de U0, ça ne change rien. Parce que vous pouvez toujours prendre le max au sens des opérateurs. Je vous ai parlé des plus de chacun des opérateurs. Si vous commencez à prendre une suite de fonctions, de stabilité, ben ça il faut qu'ils soient tous dominés par un même opérateur de Hilbert-Schmidt pour que vous puissiez en prendre qu'un seul. Bon. Alors, je reviendrai sur la stabilité et ces histoires de un seul ou plusieurs. Fondamentalement, vous pouvez penser à un seul, mais il y a une petite différence. Alors, je vais faire deux remarques avant de me lancer dans l'analyse de ces deux cas. C'est la première, c'est est-ce que maintenant qu'on a fait cette hypothèse, je suis sûr de garder ma condition initiale? Parce que jusqu'à présent, on a vu des situations où on ne gardait pas la condition initiale, et quand on la gardait, c'était pour une fonction très particulière qui était essentiellement donnée par une fonction quadratique. Donc là maintenant, j'ai une telle condition initiale. Est-ce que sur, par exemple, la représentation probabiliste, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus visuel de le faire comme ça, eh bien, peut-on être sûr que l'on conserve la condition aux limites? Donc, je ne sais pas encore très bien ce que veut dire l'expression en dimension infinie. Donc, c'est plus prudent d'écrire ça en dimension finie. Je rappelle au préalable qui peut le plus, peut le moins, et qu'en particulier, ça entraîne que c'est faiblement continu.
Donc, je n'ai même pas besoin de dire que c'est uniformément continu sur H, puisque là, j'ai de l'uniforme continuité avec une métrique qui est plus douce que celle de H. Donc, évidemment, c'est uniformément continu pour la métrique de H. Donc, continu, parce que c'est continu, mais fondamentalement, c'est borné, et cette propriété de continuité. Ça entraîne le faiblement continu. Ben, remarque, on a UN. Vous voulez regarder UN de x et de t moins U0 de x. Normalement, c'est l'UN0, mais peu importe, U0 de x. Eh bien, ça, vous le majorez brutalement par l'espérance de oméga. Vous vous placez pour dans Hn, qui est la base orthonormée de B. Alors, attention. Je vais faire le calcul avec déjà une première base comme ceci. Mais c'est un petit peu spécieux parce que je dis qu'a priori, le B il dépendait du U0. Donc ça veut dire que si je prends un autre U0, c'est une autre approximation. Et donc un autre B, c'est une autre approximation. Ce n'est pas les mêmes espaces de dimension finie. Non. Je vais le faire dans un premier temps comme ceci. Après, on va voir comment ça se passe. C'est plus clair quand on voit les choses comme avec une base orthonormée. Je ferai sans une base qui est a priori, enfin un espace Hn de dimension finie qui n'est pas directement relié à B. Bien. Pour l'instant, je suis là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre l'espérance de la valeur absolue de U0 en ce point-là, moins U0 en X. Ça, je la majore par oméga. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste la norme de WNT, c'est-à-dire le produit scalaire de WNT avec B carré de WNT. Ça, c'est la norme, et puis éventuellement, j'ai une puissance 1,5. Et donc, tout ce bazar-là, ben, c'est la somme de I égale 1 à n de lambda I, si lambda I c'est mu I carré. Donc, d'une manière, les valeurs propres de B, je vais les noter systématiquement mu I. Je vais noter A égale B carré. Et les valeurs propres, c'est lambda I qui, bien sûr, sont mu I carré. Lambda I WIT carré. OK. Le tout racine carrée. Le tout 1 oméga. Et une espérance. Alors, OK, donc oméga, il faut toujours le supposer borné, hein, puisque les U0 sont bornés si nécessaire. J'en ai pas vraiment besoin, puisque quand vous avez une fonction comme ceci, vous pouvez toujours dire que quel que soit delta positif, oméga de t, bah, lorsque t est petit et plus petit que delta, si t est un peu plus grand, bah, c'est certainement majoré par t avec une constante qui dépend de delta. Donc, quel que soit delta positif, il existe ces delta. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, pour me simplifier, je vais mettre un carré, comme une brute. Pas grave. OK, ben, j'applique ça là. Qu'est-ce qui se passe? Le delta, il me sort de l'espérance. Le C delta également. Il me reste l'espérance du carré de ce qui était à l'intérieur du oméga. Il y a une racine carrée. Et donc, c'est l'espérance. Il y a un WIT carré qui a souffert au passage. Donc, c'est la somme des lambda I, WIT carré.
Et donc, et tout ceci, ce n'est rien d'autre que delta plus C delta fois T fois la somme des lambda I de I égale 1 à N. Comme ceci est même majoré par la somme de I égale 1 à l'infini, vous avez donc un écart entre la solution et sa condition initiale qui, effectivement, tend vers 0 quand t tend vers 0, parce que là, maintenant, vous avez une quantité finie. Bon. Donc, à travers le module continuité, on sort bien que UN de x et de t convergent vers U de x et de t, convergent vers U0 de x uniformément si t tend vers 0. Donc je suis sûr de ne pas perdre la condition aux limites. Ah, donc ça c'est quand même assez agréable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que je n'ai pas réellement résolu le problème de passage à la limite. Je vous en parlerai, mais on a déjà toutes les estimations qu'il faut, plus on a de la faible continuité. Donc on va pouvoir faire des passages à la limite. Ça, je les ferai la semaine prochaine. Sinon, on va commencer à fatiguer, là. Mais en revanche, donc on va construire un objet qui, parce que quelle est la difficulté, au fond? C'est qu'on a une infinité de browniens, une collection dénombrable de browniens. Bon, ça pose aucun problème. Mais la difficulté, c'est qu'on essaie de les mesurer parce qu'on va appliquer une fonction U0 dessus. On essaie de les mesurer dans un espace parce que U0 agit sur un certain espace. Et le problème, c'est que cette infinité de browniens, il agit mal dans H. Ce n'est pas un point de H. Parce que la somme de I égale 1 à l'infini des WIT carré, ben, ça vaut plus l'infini, presque sûrement. Donc le point, le brownien, il est dans d'autres espaces. Il y a un souci? Tu ne comprends pas quoi, Ned? L'estimation sur le module de continuité, elle est OK sur les bornés? Non, c'est pour tout T. Oui, parce que lorsque T est grand, oméga est borné, le T2 gagne tout ce que tu veux. Donc, sinon, c'est pour ça que j'ai rajouté discrètement borné ici, en disant, mais en fait, il serait à croissance linéaire, un module de continuité, on ne va pas le prendre à autre chose que croissance linéaire, tu aurais la même chose. Normalement, on met C delta fois T, mais c'était pour m'éviter de faire un coup de Cauchy-Schwarz dans l'espérance. C'est un détail. Oui, donc la difficulté, c'est qu'on aurait envie de dire U0 de x plus WT, où W, c'est mon brownien, coordonnée par coordonnée. J'ai une collection dénombrable de browniens, donc c'est fini, j'ai une formule. À part que U0, il est défini sur H, et donc ben, je ne peux pas parler de x plus WT, parce que WT, il n'est pas dans H. Bon. Alors, on sent bien qu'il est dans un espace plus gros que H, que j'aurais envie de noter V étoile, hein, si on faisait VH V étoile, ou V'. C'est un espace V étoile parce que c'est un espace dans lequel on peut atténuer les grandes coordonnées. Donc c'est comme si vous regardez des fonctions et que vous dites que les coefficients de la série de Fourier décroissent. Et le 2, il n'y a que des 1. H-1, ben vous avez des 1 sur N2, H1, donc ça c'est... Et on est plutôt dans des situations comme ça. Donc, soit on dit que on peut étendre U0 à un espace un peu plus gros dans lequel le brownien est défini, et on donnera un sens à ces formules. Cet espace dépendant du B, dépendant du 0. Hein. Bon. Si on a un seul B pour tout le monde, on est en terrain un peu plus standard. Donc je fais des petites variantes de choses qui sont connues. Enfin, qui sont partiellement connues, parce que les gens ont travaillé sur l'équation que je vais écrire dans un instant, qui consiste à changer d'espace fondamentalement. On va le voir. Auparavant,
Je n'ai pas encore démontré que, et je ferai ça la semaine prochaine, que les UN convergent vers quelque chose qui éventuellement est donné par une justification de la formule et qui résout cette équation à un certain sens. Tout ça, je le précise la semaine prochaine. Regardez les propriétés de la solution et tout, j'énoncerai un théorème précis. Mais je voulais aujourd'hui vous faire apparaître progressivement la notion pour que l'on comprenne d'où ça sort. Et pourquoi? On peut toujours généraliser, j'ai aucun doute là-dessus. Hein, ça, c'est mais pourquoi ce genre de condition est naturel? Alors, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est justement relier ça à des petites choses qui sont connues dans la littérature. Ben, ce qui est connu dans la littérature, c'est de dire, au fond, et c'est lié aux équations différentielles stochastiques, si j'ai des équations différentielles stochastiques dans un Hilbert, j'ai besoin d'une matrice de diffusion qui soit de type Hilbert-Schmidt, et donc tel que le sigma carré soit de trace finie. Donc ce qu'ont regardé les gens, c'est non pas le brownien pur, mais le brownien multiplié par des matrices qui lui donnent un sens, qui permettent de lui donner un sens. Donc c'est toute la littérature des ZDPS classiques, Kallada-Prato, Zapchik et compagnie. Donc où on fait des choses variationnelles. Et donc là, on a un opérateur qui est de Hilbert-Schmidt, qui est dans le problème. Et le lien entre ceci est clair, hein. C'est une toute petite généralisation en termes de... Mais c'est surtout le point de vue qui est différent, et où ça va être très différent, ça sera sur l'analyse de la régularité. Parce que quand on est coincé sur l'équation transformée, on oublie qu'il y a plusieurs types de régularité. Il y a de la régularité en B, dans cette métrique, et puis il y a la régularité dans l'espace initial. Et donc on a deux échelles de régularité possibles, sur des normes modélées en X et sur des normes modulées en Bx. Et ce qu'ont regardé plus les gens, c'est d'un seul côté. En oubliant en fait que si on vient de l'équation de la chaleur, on a automatiquement, dès qu'on a donné un sens en vertu de ce que je vous ai dit, toute la régularité en X et pas en Bx. Et en plus, la régularité en Bx, ça se passe mal. Voilà, donc c'est un changement de point de vue et une relecture à ma sauce de vieilles histoires. Donc la dernière remarque que je voulais faire, et j'arrête là, c'est le changement de variable. C'est-à-dire que dire que j'ai un U0 qui vérifie ça, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais définir un V0 qui est une fonction sur H, ouais, c'est bien gentil. Je la définis sur BH. OK? Donc mais je vais instantanément la restreindre, la généraliser, parce que je vous obtenais que V0 de Z1 de BX1 moins V0 de BX2, c'est U0 de X1 moins U0 de X2, qui est majoré par oméga de BX1 moins BX2. En d'autres termes, c'est uniformément continu sur H. Enfin, c'est uniformément continu pour la norme de H, même si ce n'est défini que sur une partie de H. Donc V0 défini sur BH s'étend par continuité à H tout entier. Oui, parce que BH, évidemment, est dans H. Pourquoi c'est vrai? Bon, ça, c'est simplement parce que tous les sous-espaces de dimension finie restent. Vous prenez la base qui diagonalise B. Vous prenez les n premières coordonnées. Donc, ça vous dit que dans cet espace BH bar, vous avez tous les Hn. Bon, donc vous avez H. Puisque l'union des Hn bar, c'est H.
OK. Donc, en fait, vous avez défini un V0 implicitement qui est une fonction bornée uniformément continue sur H. Maintenant, si formellement je fais cette transformation au niveau de V et je regarde quelle est l'équation satisfaite par V, ben, du sur dt, c'est dv sur dt, ça, c'est pas le plus dur. On dérive 2 fois par rapport à x, je vais vous le faire gentiment. Ben, à chaque fois que vous dérivez, il y a un b qui sort. OK? Donc vous avez du b carré. Ouais, ce que vous avez, c'est la trace de b carré des deux u. Je suis allé très vite de la dimension 1 à la dimension quelconque. Et b carré, c'est mon a, hein, qui est un opérateur de trace finie. OK. Et là, on est en territoire connu. Donc là, il y a une grosse littérature. J'ai isolé la partie linéaire des équations, mais les gens ont même regardé des équations semi-linéaires, tout un tas de trucs. Il y a une littérature énorme, des tas de bouquins par la bande à la Pratt, aux Zapchik, etc. Hein. Puis ça continue toujours, il y a toujours une activité avec des équations plus ou moins non linéaires, des variants, enfin c'est des choses qui continuent. Et fondamentalement, c'est qu'on a dans H une équation différentielle stochastique qui n'est rien d'autre que bxt, hein, puisque b carré c'est A, c'est bxt dwt. Et là, on s'est donné un sens à tout ça. Non, il n'y a pas de xt. C'est un opérateur. Ça, c'est, entre guillemets, un élément de H. Ça, c'est l'application de l'opérateur B, et ça me donne un élément de H, et dxt varie dans H. Voilà. Bon, alors on fait des choses, les gens ont regardé des Hochstein-Uhlenbeck avec d'autres opérateurs ici. Bon, il y a toute une littérature énorme. Mais cette littérature, moi, je ne vais pas m'en servir. De temps en temps, je vais lire un tout petit peu des aspects, surtout me convaincre qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas espérer trop de choses sur la régularité dans les échelles B, alors qu'on a toute la régularité qu'on veut dans l'échelle A, et que si on pense que ce n'est pas cette équation qui nous intéresse, mais l'équation de la chaleur, à ce moment-là, on a vraiment régularisé complètement la fonction. Mais pas la fonction V, la fonction U. Et vous voyez qu'une régularité C3 en U, c'est une régularité dans une échelle B de V. Que ça, les gens n'ont pas trop regardé. Hein. Essayons plus, comme c'était une équation dans l'espace de Hilbert, de voir de la propagation de la régularité en X. Alors ça, c'est gentil, mais c'est limité parce que c'est que la propagation. Ça ne peut pas régulariser puisqu'on tue les grandes dimensions. En revanche, si on travaille de l'autre côté, ou si on travaillait avec des régularités étiquetées par B, mais ça devient rapidement compliqué parce que une estimation sur du dérivé troisième avec l'opérateur B à écrire, c'est déjà extrêmement déplaisant. Et déjà, même les dérivées secondes, ça devient assez lourd, rapidement, algébriquement. Pourtant, c'est là. Et ce n'est pas très compliqué, c'est là, et c'est relativement simple, puisque là encore, c'est une équation invariante par sensation avec principe du maximum, donc n'importe quelle norme se propage. Mais ça va faire une différence lorsqu'on va travailler sur des équations non linéaires. Donc c'est pour ça, comme tout ça, c'est quand même essentiellement des préparatifs linéaires à faire de la régularisation de problèmes non linéaires. Donc faire attention au point de vue, c'est certainement une chose utile. Donc quoi qu'il en soit, je fais cette liaison avec une partie de la littérature. Je m'aperçois que dans la remarque 1, j'ai oublié quelque chose, qui est de dire que là, j'ai mesuré
la continuité en t égale à 0, la manière dont on atteint la condition initiale, en prenant pour Hn, donc petit retour sur Un. Bon, alors de quoi s'agit-il? Si on veut être vraiment précis, c'est UN de Pn de x plus Pn de Wnt. Non, plus Wnt. Bien. Et je veux comparer ça à U0 de x. Donc il y a la partie en U0 de Pnx plus Wnt moins U0 de x, parce que ça reste toujours un brownien en dimension finie, plus U0, et je peux faire la rotation sur cette dimension finie pour diagonaliser le B. Mais le Pnx, je ne peux pas. Donc, moins U0 de Pnx, c'est même majoration qu'avant. Identique. Mais fondamentalement, ce que l'on a, c'est qu'on a un U0 de Pnx moins U0 de x. Si je voulais comparer maintenant, non pas à la condition initiale pour l'équation en dimension n, mais à la condition initiale finale, en d'autres termes, c'est comment j'approche le problème. Ça, je sais que ça tend vers 0, quand n tend vers l'infini, uniformément sur les bornées. Et ça, je le sais, j'ai rien de plus à dire que cette hypothèse assure en particulier que c'est faiblement continu. Donc déjà, ça, on l'a réglé. Donc non seulement j'atteins bien la condition initiale, que la majoration, que je sois dans une base qui diagonalise B ou pas, ça ne change absolument rien, parce que j'ai l'attitude de toujours faire une rotation sur mon brownien sans changer la loi. En revanche, j'ai aussi une différence à faire en vue du passage à la limite la semaine prochaine sur les conditions initiales. Et là, je n'ai pas de souci à me faire, ça converge uniformément sur les bornées. Bon, on reviendra sur quelques petits aspects comme ceci. La semaine prochaine, je commencerai le cours en citant un théorème qui dira que les UN0 convergent uniformément sur les bornées, les UN convergent uniformément sur un borné vers un U qui est, à un certain sens, une solution d'équation. Je ne vais pas tant que ça travailler la semaine prochaine sur tous les détails dans quel sens a lieu l'équation. Il faudra faire un tout petit peu attention à ça. J'indiquerai comment on peut justifier la formule probabiliste et on comprendra d'où vient l'unicité. Je parlerai de la stabilité. Et je commencerai à regarder la régularité, mais la régularité au sens de dire cette équation, elle a lieu en quel sens? Donc, est-ce que les dérivées secondes sont de trace finie? Bon, on verra que oui, et on comprendra ça la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, à part des aspects un peu techniques sur est-ce qu'on va définir ça sans des solutions de viscosité ou pas, bon, ça pour moi c'est un peu accessoire, ce n'est pas le point essentiel. Le point essentiel, c'est de comprendre quelle est la structure des U. Parce que si je ne comprends pas ça, je ne pourrai jamais comprendre des équations non linéaires.